Le cancer est un fléau, il nous concerne tous. Première cause de mortalité prématurée en France, devant les maladies cardiovasculaires, vous le savez certainement parce que vous êtes expert, mais heureusement les chances de guérison face au cancer progressent chaque jour. Beaucoup d'outils, beaucoup de solutions, dépistage précoce, prise en charge globale, robotique dotée d'IA, des nouvelles thérapies. On en parle au sein de ce sujet, lutte contre le cancer. Est-on à l'aube d'une révolution? S'agit-il juste de quelques innovations incrémentales ou bien d'une vraie révolution? On en parle avec monsieur Emmanuel Bilbaud, cofondateur et directeur de Pozos. Emmanuel Bilbaud, bonjour. Bonjour. Et puis est excusée madame Frédérique Penaud-Lorca, directrice générale du centre Perrin, professeure, présidente déléguée d'Unicancer, qui a eu quelques soucis pour nous rejoindre. On lui souhaite un bon rétablissement d'ailleurs. Alors, présentation d'abord de vous, Emmanuel Bilbaud, vous êtes pharmacien, et très bien diplômé, et puis l'industrie pharmaceutique, vous la connaissez parfaitement, vous travaillez chez AstraZeneca, Teva, et puis vous avez lancé votre start-up Pozos, créée en 2018. Alors, c'est une medtech, et puis là, on parle d'IA. Vous voulez bien nous en parler, s'il vous plaît, nous la présenter? Bonjour d'abord. Bonjour, oui, donc merci de me recevoir et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Pozos, c'est en effet une medtech où on est pionnier sur la gestion de la prescription assistée par l'intelligence artificielle. Et on est destiné à la fois aux soignants qui prescrivent, ce sont les médecins, mais ils sont plus seuls maintenant, ceux qui délivrent les médicaments et ceux qui administrent les médicaments. Et en effet, on utilise l'IA comme outil pour pouvoir aller sur l'étape d'après en termes d'assistance aux soignants. Alors pourquoi on croit tant que ça à l'IA dans la médecine? C'est un des champs qui ouvre grand les bras à l'IA, ce qui n'est pas le cas de tous les champs. Expliquez-nous. Oui, je pense que c'est important de comprendre aussi ce que c'est que l'IA. Je ne vais pas faire une grande formation sur ça, mais je pense qu'il y a une façon très simple, en tout cas moi, la façon de percevoir ce que c'est l'IA et tout ce qui est informatique mais qui n'est pas l'IA, c'est qu'en gros l'IA permet de traiter tout ce qui est probabiliste. Donc tout ce qui va être géré par des règles, aussi complexes soient-elles, ou vraiment on a aussi bien 1 + 1 = 2 que des choses très complexes, ça sert absolument à rien ou à très peu de choses d'utiliser l'IA. Par contre, tout ce qui est probabiliste a besoin de cette technologie-là. Et la médecine et l'oncologie est extrêmement probabiliste. On le voit bien, pour le même patient ou des patients similaires, des médecins vont mettre des traitements en place qui sont différents. Parfois, les diagnostics seront différents. Et ça montre à quel point, en fait, cette médecine est encore probabiliste. Et donc, l'IA a une place énorme parce que quand on est patient aujourd'hui, on dépend beaucoup de l'expérience du médecin. Un médecin qui a beaucoup d'expérience, qui est expert, va probablement mettre le bon traitement en place, le bon diagnostic. Un médecin plus junior ou moins expert va peut-être donner un moins bon pronostic au patient. Si on peut assister le médecin, l'augmenter, on dit souvent comme ça, on va pouvoir garantir à chacun la meilleure chance. Alors, souvent, quand on parle de médecine, c'est quand même très très vaste comme champ. C'est pas que l'imagerie médicale quand même qui s'empare de l'IA. Un petit mot sur les champs que vous investiguez qui peuvent être intéressés par vos solutions. Oui, quand on pense à l'IA, donc il y a évidemment l'imagerie médicale, mais si on connaît bien, pouvoir détecter des lésions très précocement, même faire de la prévention. Il y a les marqueurs tumoraux dans l'oncologie, de pouvoir en trouver des nouveaux, détecter plus rapidement des patients à risque. Pour ce qui nous concerne, je suis pharmacien, donc je suis peut-être monomaniaque sur le médicament, mais on s'est focalisé sur la partie médicamenteuse. Et l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que toute la connaissance médicale qui se multiplie en continu, en fait, notamment en oncologie, puisse être actionnable en pratique clinique. Et là, c'est un vrai défi, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives en France pour consolider la donnée patient. Mon espace santé, l'État a mis des sommes et de l'énergie phénoménales pour pouvoir consolider un dossier patient. Les hôpitaux montent des entrepôts de données de santé, tout le monde monte son entrepôt pour faire de la recherche, c'est capital pour avoir la donnée patient. Le problème, c'est que si cette donnée patient, on ne peut pas la faire parler avec la connaissance scientifique, elle est finalement pas si utile que ça en pratique clinique, parce qu'on n'a pas le temps de revoir toutes les données patients, ni tout le temps de revoir des recommandations. Et ce qu'on fait chez Pozos, justement, c'est de faire en sorte de pouvoir transformer toute cette connaissance médicale, donc c'est des millions de documents, des PDF, des publications, des fiches médicaments, et le convertir dans un format de données qui est exactement le même que celui des données patients dans le logiciel. En permettant ça, on fait parler en fait les données entre elles, et si les données patients et les données de la connaissance scientifique parlent, on crée un vrai assistant qui guide le soignant dans ses choix de prescription, délivrance ou bien d'administration du médicament.
Et alors votre outil, il permet une médecine augmentée, mais comment vous déclinez ça? Comment ça se passe concrètement? Concrètement, comme on arrive à consolider énormément de connaissances scientifiques de plein de sources différentes et la faire parler avec le données patient, le médecin ou le pharmacien peut faire une analyse de la prescription qui est multicritère et multisource. Donc il est capable de croiser énormément d'informations, ça va de simplement des données simples d'interaction entre des médicaments, de contre-indications avec des données patients, mais même la pharmacogénétique, l'impact des données biologiques du patient, et on permet de formuler une recommandation très personnalisée de voici les médicaments que vous pouvez prescrire pour ce patient-là, voici les dosages à adapter pour que le patient ait juste la bonne dose. Et ça, c'est une façon d'augmenter les soignants dans leur capacité à bien prescrire, bien délivrer les médicaments. Alors, il y a de la valeur ajoutée, mais il me semble, j'ai cru comprendre que les médecins n'aiment pas trop qu'on décide à leur place. Comment ça se gère? Il y a un aspect psychologique aussi, d'habitude aussi à rompre. C'est vrai. Nous, ce qu'on aime, c'est permettre une décision éclairée. Une décision éclairée, c'est de pouvoir avoir le choix entre plusieurs options et prendre sa décision en toute connaissance de cause. Donc on ne va jamais proposer un médicament, mais les médicaments qui sont compatibles, avec en regard de chaque médicament, les risques qui pourraient se poser ou bien les limites. Le médecin va donc prendre une décision en ayant toute l'information à portée de main. Est-ce qu'il y a des raisonnements déductifs? Alors, ça paraît simple, on a l'impression que c'est juste des données croisées entre eux. Expliquez-nous un petit peu si on va dans le fond du sujet. Ouais, c'est là aussi. Alors, chez nous, l'IA permet de transcrire automatiquement des textes bruts en une donnée structurée. Et c'est pas si simple parce qu'en fait, le même terme médical comme carcinome mammaire, cancer du sein, c'est exactement finalement le même terme derrière. Donc, toute la littérature scientifique est exprimée avec des mots du langage naturel. Soit on prend des armées de soignants pour transcrire ça dans un terme encodé, soit on le fait faire par l'IA. C'est ce qu'on fait nous. Mais au-delà de ça, en fait, dans l'analyse d'une prescription ou dans le choix de prescription, on fait de l'inférence. Ça veut dire qu'on va réussir à trouver ou identifier, anticiper ce que le médecin a oublié de chercher pour aller chercher à sa place une information qu'il n'a pas pensé à chercher pour vérifier que sa prescription était juste. Typiquement, j'ai un patient qui... J'ai plus de micro, c'est bon. Un patient qui a eu un accident de cirrhose. Peut-être que dans les fiches médicales, il y aura le fait que une insuffisance hépatique est une contre-indication absolue avec le médicament. Si le médecin a juste cherché si on pouvait le prescrire cirrhose, désolé, il n'aurait pas sa réponse. Si on va chercher très largement sur toutes les conséquences de la cirrhose et vérifier que ce patient-là ne pourrait quand même avoir le médicament, on fait de l'inférence et le médecin peut donc être assisté au-delà de ce qu'il avait pensé à chercher. Alors, on se demande si on est à l'aube d'une révolution. Dans ce cadre-là, on peut parler de personnalisation de la médecine. Mais pour ça, il faut arriver à avoir accès aux données patients. Ça, c'est un enjeu important, hein, notamment en France. Oui, c'est un enjeu partout. Il y a le sujet de réussir à consolider la donnée patient. Donc c'est l'effort que chaque soignant doit faire de saisir dans son logiciel les données du patient. Et c'est laborieux. Aujourd'hui, les soignants ont à peine le temps de prendre en charge les patients. Donc leur demander de saisir de l'information, c'est compliqué. Ça, c'est quelque chose qu'on permet d'automatiser avec justement l'intelligence artificielle. De notre côté, c'est sur la partie prescription. On peut retranscrire une prescription papier automatiquement dans le dossier patient. D'autres boîtes travaillent sur la biologie, sur des comptes rendus médicaux. Aujourd'hui, vous savez qu'on peut même dicter son compte rendu médical. Une synthèse est faite dans le dossier patient. Donc la donnée patient, elle est de plus en plus générée, consolidée, mais elle doit être accessible, comme je disais. Et donc ça, c'est le sujet d'interopérabilité. C'est le grand défi aujourd'hui de l'industrie, du logiciel médical. Les éditeurs présents ont du mal à mettre à disposition toutes les données des patients ou bien faire des interconnexions. La démarche de l'État en France, c'était une démarche centralisée, étatique. On crée un dossier patient qui s'appelle Mon Espace Santé, enfin le DMP. Tous les logiciels doivent envoyer la donnée dedans, tous les logiciels peuvent la lire, et c'est une façon, en tout cas c'est le choix de la France, que la France a fait pour pouvoir permettre indirectement une interopérabilité. Aux USA c'est différent, c'est les acteurs privés, SureScript par exemple, qui a suivi les recommandations de l'État et qui opère aujourd'hui l'interopérabilité sur les prescriptions. En tout cas en France on a fait un choix centralisé, porté par l'État. Nous on n'a qu'une envie, c'est que ce soit terminé et que ça puisse fonctionner. Ouais. Il n'y a que ça à retenir, Mon Espace Santé. Il n'y a pas d'autres entrepôts de données. Il y a les chercheurs qui travaillent aussi. Il n'y a pas que les instances étatiques. C'est vrai. En fait, Mon Espace Santé, c'est plutôt la pratique clinique. Je peux envoyer la donnée, je peux la consulter, je peux prendre mes décisions à partir de ça. À côté de ça, donc les hôpitaux créent des entrepôts de données de santé pour garder les données de leurs patients et permettre la recherche publique. Alors je pense que Audrey l'a dit très bien en amont, dans une configuration où la recherche est facilitée aussi par les autorités. Nous-mêmes, on est dispositif médical, on fait des études cliniques dans les hôpitaux. C'est un effort énorme pour nous de réussir à avoir toutes les autorisations pour démarrer un essai.
pas par mauvaise volonté des soignants dans les hôpitaux, mais juste parce qu'il n'y a pas de budget qui est alloué pour ces parties-là. Donc la même personne dans un CHU gère toutes les études cliniques en termes réglementaires. Impossible de fonctionner dans un mode comme ça. Alors, je crois qu'à peu près tous les médecins ont été abreuvés au Vidal, qui propose ce type de solution, mais c'est avec du texte. Alors, vous, Pozos l'a créé en 2018, c'est plus standardisé, c'est quoi la différence? Comme je disais, c'est qu'au lieu d'avoir des bases de données avec du texte en partie à l'intérieur qui permet d'afficher de l'information, afficher de l'information c'est bien, mais le médecin est déjà abreuvé d'informations, il n'a pas besoin qu'on lui donne encore d'informations en plus. Lui, ce qu'il veut, c'est que l'information soit actionnable. Et donc pour qu'elle soit actionnable, ce que je disais, la base de données qu'on a créée chez Pozos, qui a eu l'agrément de la HAS d'ailleurs en décembre dernier, n'a plus de texte à l'intérieur. Toutes tes codes informatiques standardisés, et les codes ont deux magies. C'est que ces codes-là, donc par exemple si on prend la cirrhose, je citais, la cirrhose a un code informatique qui est le même en France, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, en Chine, au Japon. Ce qui veut dire que la base de données qu'on a construite, elle est naturellement capable d'être déployée partout dans le monde. Elle s'affranchit des langages. Mais surtout ce code-là, de la cirrhose, c'est le même code que les logiciels des soignants utilisent pour mettre de la donnée patient. Donc quand les codes sont les mêmes, les données se parlent comme je disais, et là c'est l'aube d'une révolution dans l'aide assistance à la prescription. Le texte ne parle pas avec les codes, seuls les codes parlent entre eux. Et comment l'IA permet d'accélérer, de sécuriser, de personnaliser ces cas d'usage sur l'oncologie alors? Si je reprends un peu le parcours classique d'oncologie, quand on a eu l'annonce de son diagnostic, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle les RCP, les réunions de concertation pluriprofessionnelle. Là, les soignants doivent croiser plein d'informations biologiques, histopathologiques, les traitements du patient, ses antécédents, pour prendre une décision de je vais prendre telle décision de stratégie thérapeutique ou une autre. Une IA peut aider à croiser de plus en plus d'informations. Imaginez même retrouver les patients similaires et voir les effets qu'ont eu les médicaments sur eux pour guider les médecins. Donc en RCP, c'est hyper utile. En diagnostic, évidemment, on l'a dit avant, aussi bien imagerie que biologie, c'est clé. Derrière ça, il y a aussi le suivi du patient. On parle de patients hors les murs aujourd'hui en France, puisqu'on va de plus en plus faire sortir les patients des hôpitaux, les traiter à domicile ou en ambulatoire. La télésurveillance maintenant se démocratise. Et bien là aussi, je pense qu'il y a un enjeu clé de l'IA de aider les soignants à accélérer le processus de vérifier que l'état du patient va dans le bon sens. Les pharmaciens, et je suis pharmacien, je suis un petit peu toujours à défendre ma paroisse, mais ont un rôle clé aussi. En France aujourd'hui, on a un rôle de plus en plus important des officines qui vont suivre les patients, y compris les patients sous chimiothérapie, faire ce qu'on appelle des bilans de médication. Aujourd'hui, c'est une pratique qui n'est pas rentable pour le pharmacien. Elle est rémunérée, mais pas assez par rapport au temps que ça prend. Et petite annonce Pozos, du coup, on va lancer au mois de mai un outil qui va leur permettre d'automatiser ce travail de pharmacie clinique, reprendre toutes les données du patient, les croiser, formuler des recommandations d'adaptation de traitement, ça s'appelle des interventions pharmaceutiques. Et ça va permettre à cette activité-là d'être démocratisée, faite par toutes les officines, pour tous les patients sous chimiothérapie, et garantir que chaque patient en France soit soigné en toute sécurité. C'est pas une petite annonce, c'est un scoop que vous offrez à la Tribune, je le précise. Merci pour la Tribune. Et vous cherchez effectivement avec ça à relier aux établissements de santé, les relier ensemble pour une parfaite coordination des soins. Le mot-clé, c'est coordination quand même. C'est coordination, c'est que c'est pas l'officine qui va faire ça dans son coin, c'est le médecin, l'EHPAD, l'hôpital qui va demander à l'officine d'intervenir pour faire ces bilans-là. Quand les soignants se parlent, c'est un peu comme je disais avant, quand les données se parlent, mais c'est quand les soignants se parlent aussi, eh bien la médecine devient parfaitement adaptée, efficace et personnalisée. Moi, je vous parle des hôpitaux qui n'ont pas de budget. Il faut quand même parler des choses qui vont pas très bien. Comment passer de l'invention de technologies de pointe à leur utilisation généralisée dans ce contexte de finances exsangues? Peut-être qu'il faudrait faire tout à l'envers. Aujourd'hui, on fait des économies au détriment de la qualité. Moi, je crois plutôt à faire de la qualité pour faire des économies. Un patient qui est bien pris en charge, c'est un patient qui va moins revenir aux urgences, qui va moins consommer de médicaments, qui va moins consommer de soins. On devrait plutôt focaliser sur garantir la meilleure qualité des soins tout de suite pour faire des économies par la suite. Et nous, on croit énormément en ça. Et on croit énormément au numérique pour augmenter les soignants, leur permettre de mieux prendre en charge les patients. Et voilà, moi ma phrase qui me fait vibrer, ou bien en tout cas qui me porte, en tout cas qui porte Pozos, c'est le numérique doit humaniser la médecine et non l'inverse. Donc
On pense que tout ce qu'on va automatiser pour éviter aux médecins de passer du temps à saisir de l'information, chercher, perdre du temps, c'est du temps qu'il aura pour le patient et du temps humain, et c'est ça dont on a besoin. Une petite question qui frotte, qui m'avait été livrée par Madame Penolorca, qui devait être ici. Il y a quand même des freins, notamment en France. Par exemple, les régulations. Hein. La France a une façon d'appliquer les lois qui sont beaucoup plus strictes que d'autres pays européens. Par exemple, des grandes compagnies pharmaceutiques vont pas nécessairement ouvrir des essais cliniques avec les nouveaux médicaments en France, tellement les exigences et les validations, les systèmes sont critiques. Elle m'a dit également qu'il y a des freins économiques ou des freins législatifs. Quand on compare avec des pays européens, on a des façons d'appliquer des régulations en France qui nous freinent énormément. Par exemple, en radiothérapie interne vectorisée, si on compare avec un pays comme l'Allemagne, ils arrivent à tester les drogues en 6 mois, et en France, eh bien, les commissions qui évaluent les validations, ça prend 2 ans. Ils ont de l'avance sur nous. Donc vous qui avez le mindset entrepreneur, start-up, ces freins, vous pensez qu'on arrive, on vous aide assez, disons-le comme ça? On n'est jamais assez aidé, mais je trouve qu'on a quand même de la chance en France quand on monte des projets comme Pozos d'être vraiment soutenu par les autorités. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la commande publique n'est pas du tout orientée vers l'innovation, en tout cas l'innovation dans les soins. Je pense qu'on c'est aussi le cas de l'industrie pharmaceutique. On a besoin de ça en France pour créer des champions, d'avoir une commande publique forte. On a besoin dans les hôpitaux d'orienter les investissements vers la qualité et non pas des économies qui vont justement au contraire dégrader la qualité des soins. En tout cas, voilà, tout le monde joue le jeu quand même, je trouve. Je parlais de l'interopérabilité. Il y a une vingtaine d'éditeurs de logiciels hospitaliers en France. 15 sur les 20 ont déjà intégré Pozos. Donc on fait l'effort de jouer le jeu aussi pour améliorer le travail. On est extrêmement fiers de ça et reconnaissants. On a 40 hôpitaux qui ont commandé Pozos pour pouvoir équiper leurs soignants de cette assistance à la prescription. Donc c'est un début. C'est difficile pour tout le monde parce qu'il n'y a pas vraiment d'aide de l'État fléchée vers ça. Mais les soignants, ils ont été remarquables pendant le Covid. Et je trouve qu'ils sont remarquables aussi pour avancer, contourner, trouver des solutions malgré certains freins. Et puis c'est le rôle de tout le monde aussi d'alerter les pouvoirs publics pour faire de la France un pays compétitif. Eh bien, pour lever ces freins, il y aura notamment très attendu le ministre délégué chargé de la santé et de la prévention en France qui sera présent à ce même forum. Frédéric Villetoux, ce sera à 17h. Ne manquez pas ce rendez-vous. Et puis, vous l'avez dit, merci Emmanuel Bilbao d'avoir participé à cette table ronde. Vous avez dit, les données se parlent, les médecins se parlent. Eh bien, tout le monde va se parler maintenant, certainement, au déjeuner de tous ces sujets passionnants. On peut l'applaudir. Merci beaucoup.